Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Merci. On patiente un petit peu, 2 petites minutes. Et on va commencer avec Mathis. Mais déjà, merci à ceux qui ont été ponctuels. Bonjour tout le monde. Et ça commence à grimper. Là, vous êtes 65. On attend, allez, encore une petite minute ou deux. Et puis on va pouvoir y aller. Ça grimpe doucement. Eh bien, écoute, Mathis, je te propose qu'on commence. Il est 35. Ça roule. Top. Eh bien, encore une fois, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème la cyberattaque, ça n'arrive qu'aux autres. Un sujet qui fait écho compte tenu du contexte et puis avec voilà, la généralisation du télétravail. Je vais me présenter assez rapidement en 2 mots. Donc moi, c'est Inde, je suis practice leader IT au sein du cabinet Spectra. Cabinet Spectra, cabinet spécialisé dans le recrutement de profils pointus en RH, juridique, finance, comptabilité, marketing, commerce, ingénierie industrie et notre grand dada, l'IT digital. Je suis ravie aujourd'hui d'être accompagnée d'un super expert dans le domaine de la cybersécurité. Bonjour Mathis. Salut tout le monde. Alors, bon, moi je vais me présenter aussi rapidement. Donc, j'ai 2 jobs dans la vie. Je dirige la R&D en cybersécurité chez Sogeti, une entreprise du groupe Capgemini qui est spécialisée dans notamment ce beau domaine qu'est la cyber. Et j'ai aussi fondé à côté une entreprise qui s'appelle H25. On devait aussi avoir mon frère qui est mon cofondateur avec nous ce soir, mais finalement il a eu un empêchement. Donc voilà, je vais porter notre tâche à tous les deux. Top. Alors, sachez que pendant tout le webinaire, vous allez pouvoir participer. Vous avez un chat en bas à droite, donc n'hésitez pas. On est vraiment dans une logique d'interaction, donc réagissez et on répondra. On aura des petits moments pour répondre à vos questions au fur et à mesure. Du coup, Mathis, je vais peut-être commencer justement par poser une question à nos participants. C'est intéressant de savoir aujourd'hui qu'est-ce que pour vous évoque la cybersécurité. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand on vous dit cybersécurité? Intéressant d'avoir votre retour. Donc, n'hésitez pas à vos claviers. On va regarder un petit peu vos réactions. Bon, je sais pas si le chat est calme ou s'ils réfléchissent beaucoup ou si c'est juste que je ne le vois pas. On a de grands intellectuels. Ils ont besoin peut-être un peu plus de temps ou peut-être un peu quelques Ah si, timides. je le vois. Si, j'en vois plein qui commencent à arriver. Top. Alors on a quoi? Sécuriser la structure SI, mot de passe, fichier joint dans les mails, participer à la sécurité du cyberespace, le coût d'une attaque, assurance, des utilisateurs mal informés, firewalling. Alors c'est bien. Vous êtes en train de complètement nous ouvrir les portes là pour l'intervention qui va venir parce qu'on va parler un petit peu de tout ça, de la protection des données, effectivement, ça compte beaucoup. Sécurité du SI, lutte anti-intrusion, du très très pertinent. Alors, on a autant du Les très menaces externes. pointu techniquement et de l'assez général. Donc, ça, c'est intéressant. Sensibilisation SI, c'est garanti que mes données sont protégées H24, protéger l'entreprise et son patrimoine immatériel dans l'espace numérique. Alors ça m'étonne vraiment qu'il y ait personne qui ait dit des hackers russes à capuche dans leur cave. Parce que alors moi je travaille dans la cybersécurité et quand on me dit ça, c'est un des premiers trucs auxquels je pense. Hein. Peut-être lié à la RGPD, oui, tout à fait. La RGPD, ça en fait partie aussi.
Bah, d'ailleurs, je trouve que ça fait une belle transition pour toi, Mathis. Tout à fait. Alors, hop, je me rouvre mes petites notes. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vais essayer d'y répondre à cette question aussi. Alors, c'est vrai que Inde, t'es pas très sympa, tu leur demandes de répondre en quelques lignes. Moi, je vais répondre en une grosse demi-heure, donc effectivement, c'est pas très fair game, mais bon, je vais aller un petit peu plus loin. Alors, c'est vrai que le monde de la cybersécurité, c'est plein de choses. Alors, attendez, hop, j'ai une petite fenêtre qui me dérange un petit peu. Voilà. Alors, le monde de la cybersécurité, alors voilà, dans les films, comme je vous le disais, c'est voilà, le hacker à capuche devant son écran, etc. Au travail, c'est une vision nettement moins attirante et fantaisiste de la cybersécurité. Voilà, par exemple, des quiz sur le RGPD. C'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins eu via des sensibilisations à la cyber. Mais en fait, finalement, ces deux mondes-là, ils existent vraiment. Alors, c'est très important d'avoir cet aspect-là voilà, de savoir ce que c'est le RGPD, de sensibiliser ses utilisateurs, d'avoir un petit peu ces aspects rébarbatifs-là pour enseigner un petit peu la cyber à tous les utilisateurs. Mais on va dire que cette vision-là, alors oui, qui est un petit peu exagérée du hacker, elle existe aussi. Dans ce qu'on appelle le cyberespace, c'est vraiment un monde extrêmement complet. On va avoir différents acteurs. Alors, d'un côté, on va avoir des acteurs publics, donc des laboratoires de recherche, des entités plus opérationnelles. Donc en France, par exemple, on va avoir l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui publie des recommandations, des choses comme ça pour les entreprises. On va avoir le ComCyber, le commandement cyberdéfense, là du coup qui va gérer vraiment la défense informatique de la souveraineté française et éventuellement aussi une partie de ce qu'ils appellent la lutte informatique offensive ou lutte informatique active, donc qui est des actes de piratage. Et bon, je vous ai mis aussi le troisième, c'est un logo d'une agence gouvernementale russe bien connue dans le monde de la cyber. Voilà, donc on a tous ces acteurs-là dans le public et dans le privé, on a énormément d'acteurs également. Donc on va avoir des entreprises qui vont se charger voilà, de vendre des prestations ou des produits qui vont permettre à d'autres entreprises de se sécuriser et de sécuriser leur propre SI. Et on va avoir aussi des individus voilà, qui vont aussi constituer des groupes potentiellement malveillants. Alors, du coup, assez naturellement, je vais avoir Ouais. une question. Et je pense que la communauté également, c'est pourquoi un hacker va attaquer et surtout comment il va s'y prendre. Oui. Alors, c'est quelque chose qu'on va voir là dans cette présentation. Alors, là, je vous présente des choses très, très, voilà, euh, on va dire pas du tout du concret. On va y venir. Je vais vous montrer un petit peu comment une attaque ça se déroule vraiment en pratique. Mais d'abord, on va faire, on va dire, un petit schéma un peu méta qui va vous présenter une entreprise, qu'est-ce qu'elle a à protéger et comment elle se fait attaquer. Alors, une entreprise, on peut la résumer très, très grossièrement en 4 entités. Alors, en haut à gauche, on va avoir l'humain, les employés. Et ensuite, on va avoir les 3 autres éléments qui vont être des assets à protéger, donc qui vont être des cibles de cyberattaque. Bon, généralement, l'humain directement ne va pas être une cible, hein, à moins qu'ils aient envie de tuer des personnes ou voilà, de détruire des familles. Ça arrive très rarement dans les cyberattaques. C'est plutôt, on va chercher à soit récupérer de l'argent, soit des données, soit endommager des systèmes. Donc ça va être les 3 assets qu'une entreprise va chercher à protéger et qui, de l'autre côté, le hacker va chercher à attaquer. Ça, il y a du coup des points d'entrée. Alors le point d'entrée, il va prendre 2 formes. Ça va être soit l'entrée par l'humain, donc via un point d'entrée, par exemple un phishing, un email de phishing, du social engineering, ou sinon il va y avoir l'entrée technique, donc qui va être par exemple d'exploiter une faille, un système pas mis à jour, euh, envoyer un virus sur un système, etc. Ça va être une autre porte d'entrée. C'est, on va dire, les 2 grands types d'intrusion en cybersécurité. Ça, en termes de répartition, voilà, on va avoir ensuite donc 70% à peu près des attaques qui vont passer par l'humain et à peu près 30% qui vont passer par le technique. Donc effectivement, c'est là que je vous disais, c'est extrêmement important d'avoir cette partie-là de sensibilisation et que l'utilisateur soit au courant qu'il existe, enfin, qu'il est vraiment une victime potentielle et un point d'entrée potentiel pour une attaque à l'encontre de son entreprise.
Et de l'autre côté, donc 30% de failles techniques, qui est généralement des failles qui vont amener des compromissions beaucoup plus lourdes, parce qu'un accès entier au réseau, par exemple au réseau interne, ça va être beaucoup plus lourd qu'une personne qui clique sur un lien et qui donne ses infos perso, mais en général, voilà, il y a des pivots qui permettent de passer de l'un à l'autre. Mais ce qu'on peut constater, c'est que, on va dire, là vous voyez, si on entre par la faille technique, ça nous permet généralement d'accéder aux données privées, donc ça peut être des données clients, des données métiers, ça peut être énormément de choses. Les disques durs des employés aussi, c'est des données qui peuvent être cruciales. Mais généralement, entrer par la faille technique, ça permet difficilement d'accéder aux moyens financiers. Alors que l'humain, passer par les employés, c'est généralement comme ça. Il y a toujours des validations humaines derrière des transactions financières ou des choses comme ça. Donc finalement, l'humain nous permet d'accéder aux 3 assets, alors que le technique nous permet d'en accéder qu'à 2. Alors bon, je généralise et je simplifie, mais c'est ça qui fait que l'humain est vraiment au cœur de cette chose-là et qui fait que, voilà, comme le titre de cette conférence le précisait, voilà, la sécurité de tous, c'est vraiment l'affaire de chacun. Alors, ici, on va étudier un petit peu une matrice avant vraiment de passer à des cas concrets. On va étudier un petit peu une matrice des types d'attaques. Alors, il y a énormément de manières de classifier les attaques, etc. Mais ici, on va s'intéresser à une matrice à 2 dimensions qui va être le vecteur technique ou le vecteur humain. Donc celui-là, je vous ai bien expliqué ce que c'était. Et ensuite, sur l'axe vertical, on va avoir est-ce que l'attaque est ciblée ou est-ce qu'elle est automatisée. Une attaque ciblée, ça veut dire que voilà, on va avoir l'attaquant qui va passer du temps à essayer de vraiment vous cibler vous ciblez vos systèmes et passer vraiment du temps à essayer d'attaquer votre entreprise en particulier. Et des attaques automatisées, ça va être, voilà, vous allez avoir par exemple un système qui est pas mis à jour, qui tourne sous Windows XP et qui est branché à Internet. Ça, il y a des vulnérabilités qui existent, le système est pas mis à jour. Ça va pas être un humain qui va aller exploiter votre système. C'est des choses qui sont complètement automatisées, des programmes qui vont attaquer tout seuls vos systèmes. Donc on a différentes attaques. Alors, je vais vous en afficher quelques-unes là-dessus. Ça vous permet un petit peu de resituer certains types d'attaques. Il y a peut-être des noms qui vont vous parler, d'autres qui vont pas du tout vous parler. Donc sur la partie de droite, déjà, c'est on va dire celles qui sont les plus connues de tous. C'est donc le social engineering. Le social engineering, c'est voilà, se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas pour obtenir voilà, quelque chose. Par exemple, rentrer dans un bâtiment ou se faire passer pour un collègue pour récupérer tel document alors qu'en fait, on n'est pas du tout dans l'entreprise. Il y a aussi la fraude au président. La fraude au président, c'est voilà, on se fait passer pour un directeur, on envoie un mail à une personne cible, type une secrétaire, pour lui dire merci de faire je ne peux pas téléphoner, merci de faire un virement au plus vite vers les îles Caïmans sur ce compte-là. Voilà, c'est quelque chose qui existe et qui est de plus en plus commun. On a aussi le phishing qui est très très connu et ça s'automatise à très très grande échelle. Il faut simplement avoir l'adresse email d'une cible potentielle pour lui envoyer ça. Donc, on peut récupérer des dizaines de milliers d'adresses email et envoyer plein d'emails de phishing. Il y en aura forcément qui vont donner lieu à des brèches. Une autre faille que je trouve intéressant, un autre type d'attaque que je trouve intéressant de mettre en valeur ici, c'est le credential stuffing. Alors ça c'est moins connu, mais vous pouvez tout autant en être victime. Le credential stuffing, ça consiste à avoir les attaquants vont récupérer sur Internet des bases de données qui ont été piratées. Donc par exemple, en 2015, LinkedIn avait été piraté, tous les mots de passe de tous les utilisateurs s'étaient retrouvés dans la nature. Donc voilà, alors je vous annonce, si vous n'avez pas changé votre mot de passe LinkedIn depuis 2015, je vous conseille de le faire au plus vite et voilà, de le changer partout. Et donc le credential stuffing, ça consiste justement à récupérer ce type de base de données là qui est disponible partout sur Internet. Hein. Vous et moi pouvons le télécharger en cherchant suffisamment bien. Et ensuite, on va aller prendre ces noms d'utilisateurs et les essayer sur d'autres sites. Typiquement, c'est ce qui se passe si vous voyez des fois des pubs pour acheter des comptes Netflix piratés. C'est généralement ce qu'ils font. Ils récupèrent des grandes bases de données, ils essayent tous les noms d'utilisateurs qui ont fuité avec les mots de passe correspondants dans Netflix, et il y en a forcément quelques-uns qui passent. Et donc, ça fait des comptes comme ça qu'on récupère. Mais ça peut servir à des choses beaucoup plus graves, par exemple, récupérer des accès email, bancaires, des choses comme ça, qui peuvent du coup vous cibler de manière quasiment entièrement automatisée. Et on a, voilà, après les deux autres, les deux derniers qui sont tout à gauche, Stuxnet et Mirai, c'est deux grandes attaques qui ont beaucoup fait parler d'elles sur les dernières années. Je vous inviterai à aller les voir
les voir par vous-même si ça vous intéresse. Alors, une dernière petite slide avant de passer à des cas concrets. Une attaque, en moyenne, sur une attaque cybercriminelle qui arrive à atteindre les systèmes centraux, ça coûte 11,5 millions d'euros au bas mot. Ça, c'est une étude qui a été faite sur des entreprises de toute taille. C'est une moyenne qui a été faite voilà, sur plein de tailles d'entreprises. Et on se rend compte que les pertes, c'est équivalent, c'est à peu près moitié-moitié, perte de revenus et perte de données. Et il y a généralement aussi un petit peu de dégâts matériels, des systèmes qui se font corrompre ou des choses comme ça qu'il faut remplacer. Donc on se retrouve quand même à des factures qui peuvent être extrêmement salées, qui peuvent aller jusqu'à des centaines de millions d'euros facilement, hein, sur des très très grandes entreprises. Et donc c'est là aussi qu'on se rend compte que, on va dire, investir dans la cybersécurité avant de se faire attaquer, c'est rarement une mauvaise idée. Voilà. On est quand même sur un coût qui est assez important. Et encore une fois, on est sur des entreprises TPE, PME, mais dans les grands groupes, notamment chez GRF, ça peut se compter en centaines de millions d'euros. Donc, intéressant d'être assez, j'ai envie de dire, sensibilisé à ce qu'est une cyberattaque et aux conséquences humaines et aux conséquences en termes de coûts pour les entreprises et pour les collaborateurs. Après, c'est top. Très intéressant, Mathis. C'est vrai que tu l'as dit, on est vraiment sur du fait. Est-ce que tu peux nous imager avec des exemples de cas très concrets une cyberattaque? Tout à fait. Alors, eh ben, écoute, tu parlais de TPE, PME, ça tombe bien, mon premier cas, c'est là-dessus. Et on va en voir un deuxième aussi qui va traiter de ça. Alors, ces cas-là, vous allez voir, ils s'inscrivent pas de manière précise dans un point exactement de la matrice que je vous montrais juste avant avec toutes les petites attaques que j'avais mappées en XY. Ici, vous allez vous rendre compte, voilà, ça va bien plus loin que ça. Et il y a généralement, voilà, c'est quelque chose, même sur les cas simples que je vais présenter, qui a quand même une certaine complexité, une certaine profondeur. Donc finalement, c'est quand même pas une discipline qui est facile, la cybersécurité. Mais vous allez voir, c'est très facile à comprendre et à voir ce qui se passe mal et comment on peut y remédier. Alors, super. Écoute, je te propose que tu nous parles du premier cas et on te laisse nous l'exposer. Et puis après, si vous avez des questions, encore une fois, on y répondra ensuite à la fin de ce premier cas concret. Ça marche, ouais. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Alors, je vais vous raconter, donc c'est l'histoire d'un mot de passe. Alors, c'était dans une entreprise, une PME qui développait un produit web B2C, c'était français. Voilà, donc le nom ne sera pas divulgué parce que voilà, c'est un client avec lequel j'avais travaillé à l'époque. C'était un mot de passe qui gardait une base de données. Cette base de données, elle contenait vraiment toutes les infos métiers de l'entreprise. Il y avait les données clients, il y avait des données internes, tout ce qui était de la donnée de l'appli web était hébergé là-dessus. Ce mot de passe-là, il gardait cette appli. Il n'avait pas changé depuis 5 ans et il était hard-codé partout. Alors, il n'y a pas de techniques qui ne sont pas codeurs. Hard-codé, ça veut dire, voilà, le logiciel, l'application, elle va avoir parfois besoin d'accéder à la base de données. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. La plus simple étant de dire, bah voilà, dans le code source du programme, on va dire la base de données est à telle adresse et le mot de passe pour y accéder, c'est ça. Et donc ça, il faut bien l'écrire quelque part. Et donc ça s'appelle hard-codé. C'est pas une très bonne pratique, même si c'est la plus simple. Et ici, c'était le cas. Voilà, donc le mot de passe se retrouvait en clair un petit peu partout. Un ancien développeur, alors qui avait absolument aucune intention malicieuse, hein, qui était simplement, il avait quitté l'entreprise, enfin il était sur le point de quitter l'entreprise, donc il voulait simplement mettre à jour un petit peu son CV, donc il fait ce qu'on appelle un portfolio, ça marche, enfin c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on est développeur. Voilà, donc il publie certains extraits de code source qu'il avait créé à l'époque où il travaillait pour cette PME. Et accidentellement, dans les fichiers qu'il ajoute publiquement, on retrouve le nom d'utilisateur, le mot de passe et également l'adresse IP du serveur parce que bah, voilà, c'était des choses qui étaient dans le code source et il n'a pas correctement nettoyé ce qui était public. Et donc ça s'est retrouvé sur GitHub, donc il est un site de partage de code source.
Alors, cette faille-là, ce problème-là, il a été remonté par ce qu'on appelle un white hat, donc qui est une personne bien intentionnée qui parcourt Internet à la recherche de vulnérabilités et voilà, en fait des rapports et essaye de prévenir les entreprises avant qu'elles se fassent attaquer sur des choses, sur des failles généralement pas très dures à trouver. Donc la faille, elle est restée ouverte pendant à peu près 6 mois. Et on ne sait pas vraiment si elle a été exploitée ou pas. Alors, c'est difficile à savoir généralement si on a été exploité, surtout sur des bases de données comme ça, parce que bah, typiquement les journaux d'accès, les choses comme ça, sont pas forcément conservés indéfiniment. Donc on n'a pas de manière certaine de dire si quelqu'un serait pas passé par là avant que le hacker White Hat se manifeste et prévienne l'entreprise qu'il y avait effectivement ce mot de passe qui tournait là dans la nature. Donc potentiellement, la base de données intégrale de ce site, y compris les clients, alors il n'y avait pas de données de paiement fort heureusement, mais il y avait quand même pas mal de données personnelles. On ne sait pas du tout si elle s'est pas retrouvée voilà, dans la nature à un moment ou à un autre. Il n'y a pas eu de trace de ça, mais voilà. Donc ça c'est, on va dire, ça c'est l'histoire de ce mot de passe qui s'est retrouvé du coup dans la nature et qui aurait pu du coup donner lieu à un gros problème de cybersécurité et de protection des données. Cette attaque également, alors comme je vous le montrais sur la matrice plus haut, c'est quelque chose qui est facilement automatisable. Alors ici, je vous montre par exemple, c'est une recherche qu'on peut faire très simplement dans les moteurs de recherche sur voilà, des clés privées. Donc c'est des choses qu'on n'est pas du tout censé poster sur Internet. Ici, on cherche juste Begin RSA Private Key dans des moteurs de recherche qui permettent de chercher sur du code source. Et on retrouve effectivement de nombreuses clés privées qui traînent sur Internet et qui nous permettent potentiellement d'accéder à des serveurs et à des choses comme ça, des données très privées. Donc c'est ce genre d'attaque on peut faire la même chose pour les mots de passe, hein. On cherche password égal et on automatise une remontée d'informations quasiment industrialisée. Et ça nous permet du coup de récupérer en masse des identifiants de connexion sur différents services qu'on peut ensuite aller essayer et essayer de récupérer tout ce qui se cache derrière. Alors là-dessus, la conclusion, on avait deux problèmes principaux. Déjà, le mot de passe était écrit en dur un petit peu partout dans l'application. Il était écrit en clair, donc c'est-à-dire que il était chiffré. Il était, pardon, pas chiffré justement. Donc quelqu'un qui a accès au code source a accès aussi à tous les identifiants de connexion, sans authentification, sans quoi que ce soit. Il faut simplement avoir accès au code source. Et il n'y avait pas non plus de rotation, c'est-à-dire que le mot de passe ne changeait jamais. Et ça, des mots de passe de base de données en production, c'est recommandé de les faire changer très régulièrement et de faire évoluer les applications en fonction, bien évidemment, pour qu'il y ait un mot de passe qui se retrouve dans la nature se retrouve pas à être une porte ouverte pendant des années. Il serait, s'il change et que la personne n'arrive pas à le récupérer une deuxième fois, l'ancien mot de passe ne sert plus à rien. Voilà, donc ça, c'est les deux problèmes principaux. Les recommandations vis-à-vis de ça, alors, sur les mots de passe écrits en dur, on va dire qu'il y a deux niveaux de recommandation en fonction de votre profil. Si vous êtes un utilisateur lambda, absolument pas technicien, développeur ou expert en cybersécurité, vous avez quand même l'opportunité et la recommandation d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, c'est-à-dire de ne jamais utiliser le même mot de passe à deux endroits différents. Ça vous prémunit aussi contre les attaques de credential stuffing dont je vous parlais plus tôt tout à l'heure. Et donc ça permet on va dire, d'éliminer une belle surface d'attaque assez simplement. En plus, comme ça, vous n'avez jamais à retenir vos mots de passe. C'est tout dans des applications. Alors, si vous voulez des noms, je vous recommande, moi, KeePass ou Dashlane. Il y a OnePassword aussi. Il y en a plusieurs. Vous cherchez gestionnaire de mots de passe sur Google. Il y en a vraiment plein qui ont plein de types différents. Voilà, donc ça, c'est la première recommandation. Si vous êtes maintenant un peu plus technique, tout simplement, voilà, ne hardcodez pas vos mots de passe. Pareil, il y a des systèmes qui permettent de gérer très bien des centralisations de mots de passe et qui vous permettent de faire aussi de la rotation. Deuxième problème, l'absence de rotation de mot de passe. Alors, ça, c'est pareil. Pour l'utilisateur lambda, vous avez aussi vous pouvez mettre en place, par exemple, une rotation de mot de passe tous les 3 mois. Alors, il y a certains services qui proposent ça. Où voilà, vous dites par exemple tous les 3 mois,
mon mot de passe de mes comptes principaux, je vais le changer automatiquement. Vous, de toute façon, c'est transparent pour vous parce que les mots de passe qui sont stockés dans votre gestionnaire de mots de passe, c'est des trucs qui sont générés aléatoirement, vous les voyez jamais. Donc en fait, finalement, ça change pas grand-chose. Et au niveau de la rotation des mots de passe, si vous êtes plutôt développeur, automatisez ça. Il y a pareil, il y a plein de services qui permettent de le faire. Vous mettez une rotation tous les 3 jours, par exemple, et comme ça évite que si un mot de passe se retrouve dans la nature, vous ayez la brèche qui soit ouverte pendant une durée indéterminée. Je pense que c'est tout pour le premier cas. Oui. Du coup, si vous avez des questions, Alors, je veux juste préciser, et merci Mathis, parce que ça a été assez clair et très concret dans cet exemple-là. Ce qui est intéressant et pertinent de retenir, c'est qu'on était vraiment là dans une logique d'un collaborateur qui veut juste, parce qu'il postule à un autre job, démontrer à son futur employeur ce qu'il a déjà fait dans une précédente société. On n'est pas dans une logique malveillante. C'est vrai que très souvent, on se dit cyberattaque, personne malveillante qui est dans une logique d'aller, entre guillemets, agresser, récupérer, et être dans une logique d'intrusion. Pas du tout. Là, on était dans je vais voir un employeur, je lui montre ce que je sais faire et problématique d'un mot de passe qui est hard-codé, il apparaît, qui n'est pas donc du coup chiffré, il apparaît en blanc et n'importe qui peut y avoir accès. Du coup, la société s'est retrouvée vulnérable quand même pendant 6 mois. Mesurer les conséquences, c'est assez compliqué. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très basique, très simple et encore une fois, dans une logique non malveillante, on peut mettre en péril une société et des données de société par potentiellement parce qu'on a envie d'aller voir ailleurs, quoi. Donc, parce qu'on n'a pas été très vigilant. Et c'est intéressant de voir qu'on est là dans une logique très bienveillante d'un collaborateur que tu vas voir ailleurs. Donc, je pense que c'était pertinent et merci encore Mathis parce que c'est, je pense, complètement en phase avec ce qui peut se passer. N'importe quel collaborateur dans une société peut, hélas, propager ce genre de failles. Est-ce qu'on a des questions qui nous remontent? Alors, sans compter les passwords database non cryptés dans les fichiers web config des clients légers. Alors, est-ce que j'ai pas... Ah oui. Ouais, tout à fait. C'est ça. On a les fichiers de configuration, c'est généralement une des cibles principales et c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire fuiter, mais ça se retrouve très fréquemment dans la nature. Donc, effectivement, ouais, ça se retrouve. Là, typiquement, c'était même peut-être un fichier de config. Y a-t-il des signes avant-coureurs d'un SI compromis? Alors, oui, il y a des indicateurs. C'est ce qu'on appelle des IOC, donc des indicateurs de compromission. C'est quelque chose, c'est un métier de faire ça, de détecter si un SI a été compromis. Ça s'appelle du SOC, donc du Security Operations Center. Et ça, voilà, il y a des entreprises qui ont leur propre SOC, il y a des entreprises qui fournissent du SOC à d'autres entreprises en mode as a service. Et en gros, voilà, il faut faire du monitoring réseau, essayer de détecter des incidents, des choses comme ça qui peuvent indiquer une compromission, typiquement des flux réseau qui vont vers l'extérieur sur des ports un petit peu bizarres qui exportent des données pendant la nuit. Voilà, il y a énormément de différentes choses qui peuvent plus ou moins lever des alertes. Et donc voilà, c'est tout un métier, mais effectivement, oui, des signes avant-coureurs d'un SI compromis. Même une conférence d'une heure, j'aurais pas le temps de gratter la surface. Eh bien, écoute, top. Tu nous as parlé d'un autre cas un peu plus pointu. Est-ce que justement, tu pourrais nous l'exposer, s'il te plaît, Mathis? Ça marche. Alors, celui-là, vous allez voir. Alors, celui que je viens de montrer sur la PME, c'est vrai qu'il y avait un petit peu des pratiques de cybersécurité qui n'étaient pas hyper respectées et tout ça. Le suivant, c'est beaucoup moins le cas. Ça va être une personne qui a fait très attention, qui avait les bonnes pratiques et qui pourtant s'est quand même fait attaquer. Donc là, on aura une deuxième leçon à en tirer. Mais voilà, je vous propose de la découvrir. Alors, celle-là, du coup, c'est pas une entreprise qui s'est fait hacker, c'est une personne. Alors, on va dire que c'était un VIP. Alors, quand je dis VIP, c'est quoi? C'était
ni un milliardaire, ni un grand directeur du CAC 40, pas un ministre non plus. C'était voilà une définition un petit peu tirée par les cheveux de VIP, mais sur Internet, ça vaut très cher. C'est un compte Twitter qui avait 3 lettres. Donc voilà, les comptes Twitter, vous savez, les identifiants sont uniques. Donc voilà, ceux qui sont inscrits au tout début, donc en 2008, avaient des identifiants assez cool. Et puis, bah, plus on avance, et moins il y a de noms d'utilisateurs disponibles. Donc effectivement, les comptes un petit peu rares comme ça sont très très prisés. Voilà, et donc là, c'est un petit groupe de hackers qui a voulu un petit peu se faire sa pub et se challenger en piratant cet utilisateur-là. Alors, c'était une personne qui a depuis voilà, raconté comment elle s'était fait pirater et tout ça. Le hacker, on va dire, qui faisait ça plus par le défi que pour du gain monétaire, a aussi un petit peu publié comment il a fait. La plupart enfin, une des grandes failles exploitées là-dedans a été réparée. Mais du coup, voilà, je vais vous le présenter. Là, c'est quelque chose que j'ai fait. Je l'ai fait cette semaine, hein, donc vraiment, c'est tout récent. Et vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont pas des vulnérabilités en soi, mais qui vont permettre de voilà, récolter pas mal d'informations. Et on va dire aujourd'hui que la cible, c'est moi. Voilà, je vous ai fait plein de petites captures d'écran. Alors, un hack, comment ça se présente? Alors, un hack, une cyberattaque, vous appelez ça comme vous voulez, hein. Moi, j'ai pas vraiment je suis pas vraiment pédant sur ce genre de vocabulaire. On a 4 grandes phases. On va avoir déjà la phase de reconnaissance. Ensuite, la compromission initiale, donc la première pénétration, on va dire, puis un ou plusieurs pivots, enfin, voire même 0 pivot, hein, mais potentiellement un ou plusieurs pivots. Et ensuite, on va avoir aussi une étape qui va être le masquage des traces. On va rentrer un petit peu en détail sur chacune de ces étapes-là et on va voir comment tout ça s'est passé. Et vous allez voir, ça pourrait être un petit peu n'importe qui. Alors, c'était effectivement une cible VIP, donc c'était une attaque vraiment ciblée pour le coup. Peu d'automatisation, donc dans la matrice, on se retrouvait sur les attaques ciblées. Mais voilà, c'est des choses qui sont, on va dire, pas des vecteurs, enfin, pas des vecteurs d'attaque qui sont spécifiques à cette personne. Et vous allez voir que vous pouvez potentiellement être vulnérable à une ou plusieurs d'entre elles. Alors, la première étape, déjà, ça va être la reconnaissance. La reconnaissance, cette phase-là, son objectif, ça va être de se dire qui est ma cible. Je suis attaquant, qui est ma cible et quelle surface d'attaque je vais avoir. Alors, quand j'attaque une entreprise, c'est facile. Une surface d'attaque, elle est gigantesque. On va avoir tous les employés individuellement déjà, que ce soit dans leur sphère pro ou perso, parce qu'on peut aussi passer par le perso pour rentrer dans le pro. On va avoir aussi tous les systèmes qui sont reliés à Internet, le site web, les choses comme ça, les réseaux sociaux. Ici, pour une personne, ça va être beaucoup plus restreint. Une surface d'attaque, surtout là si on veut prendre contrôle du compte Twitter, donc qui était vraiment l'objectif final de ces attaquants. Si on veut prendre le contrôle du compte Twitter, la surface d'attaque est quand même assez limitée. Mais on va quand même pouvoir récupérer pas mal d'informations sur cette personne uniquement en se basant sur son compte Twitter. Alors, la première étape, voilà, donc là je vous ai mis mon compte Twitter. Ça va être de récupérer l'adresse email. Voilà, la cible, on ne sait pas vraiment quelle est son adresse email. Alors là, on pouvait s'en douter. Là, vous avez mon nom, mon prénom. Bon, vous connaissez aussi mon identifiant Twitter, mais vous n'avez rien d'autre. Vous n'avez pas mon adresse mail, par exemple. Pour la récupérer, c'est très simple. Vous allez sur Twitter, réinitialisation du mot de passe. Hop, vous tapez le nom de l'utilisateur de votre cible. Et là, Twitter va vous dire, d'accord, alors comment est-ce que vous voulez qu'on vous réinitialise votre mot de passe? Soit on envoie un SMS à ce numéro qui se termine par 35, qui sont les 2 derniers chiffres de mon numéro de portable perso, ou envoyer un mail à @g. quelque chose. Alors ça, si vous comptez les étoiles, vous vous dites que assez facilement, on peut déduire que c'est mathis.amel@gmail.com. Après, vous pouvez refaire une petite recherche sur Google derrière en mettant cette adresse-là et vous allez voir que oui, elle existe et effectivement, bah, il y a de fortes chances que ce soit moi et que ce soit mon email derrière. Donc ensuite, à partir de ce point-là, votre objectif numéro 1, ça va être de pirater ce compte email-là ou le numéro de téléphone, mais c'est plus difficile d'avoir accès à un numéro de téléphone. Donc, une fois que si vous arrivez à avoir accès à mes emails sur ce compte-là, vous avez gagné, vous avez mon compte Twitter et le contrôle total. Alors, deuxième élément que vous pouvez récupérer assez facilement sur une personne, c'est l'adresse. Mon adresse personnelle, même si moi je ne l'ai jamais publiée, elle est sur Internet. Dans le registre des sociétés, j'ai une auto-entreprise. Dans le registre des sociétés, vous avez les adresses postales, les numéros de téléphone, vous avez plein d'infos sur tout le monde. Vous avez aussi ma signature, je crois, qui est dans le journal officiel ou quoi. En contactant l'INSEE, vous pouvez l'avoir. Donc, il y a énormément d'infos, pareil, que vous pouvez récupérer là-dessus. Ça, c'est une phase, cette phase de reconnaissance, elle est très importante et elle vous permet
de dresser une fiche complète sur votre site. Alors là, voilà, on va se dire que l'étape de reconnaissance, elle est terminée. Là, normalement, avec ça, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pirater mon compte Twitter. Alors, comment vous allez faire maintenant? Compromission initiale, étape 2. Vous allez vouloir réinitialiser mon compte Amazon. Pour ça, Amazon vous demande sur le site de fournir une adresse email, donc l'adresse email associée au compte, et les 4 derniers chiffres de la carte bancaire. Une fois que vous avez ces deux-là, bon bah c'est bien, vous avez prouvé que voilà, vous êtes la personne qui possède ce compte, parce que les 4 derniers chiffres de la carte bancaire, personne ne les a. Une fois que vous avez ça, Amazon vous dit très bien, veuillez entrer votre nouveau mot de passe, et là du coup, l'attaquant est directement dans le compte Amazon de la cible. Alors, le souci, donc l'adresse email, vous l'avez sur Twitter en déduisant facilement. Par contre, les 4 derniers chiffres de la carte bancaire, bah, effectivement, là, sur la phase de reconnaissance, on va avoir un peu plus de mal. Ceux-là, ils vont pas traîner sur Internet. Par contre, sur Amazon, à l'époque, il y avait une magnifique faille. En fait, ce qu'on pouvait faire, c'était appeler le support Amazon en disant « Bonjour, je souhaiterais ajouter une carte sur mon compte. Voici mon email, voici mon numéro de carte. Amazon ne va jamais vérifier votre identité si vous faites ça. » Bah, en même temps, ça ne fait pas vraiment partie de ce qu'on se dit dans un modèle de menace. On ne va pas se dire « Ah bah oui, il y a un attaquant malveillant qui va s'amuser à aller ajouter des cartes bancaires au hasard sur des comptes dont il n'a même pas accès. » Sauf qu'en fait, ça vous permet du coup d'ajouter votre carte perso ou, voilà, ou une fausse carte à mon compte Amazon. Et du coup, bah, ces 4 derniers chiffres de la carte bancaire, vous les avez, c'est les vôtres. Et donc, vous pouvez récupérer l'accès à mon compte Amazon directement. Alors, on va y venir, on va venir dessus. Pourquoi on passe par Amazon alors que ce dont vous avez besoin, c'est Twitter ou mon email. Mais ça va être quelque chose de très important. Ça va nous servir dans le pivot, qui est l'étape suivante. Donc, le pivot, ça va être, voilà, là, vous avez un accès privilégié et vous allez vous en servir pour ouvrir d'autres portes. La porte en question, là, ça va être un compte Apple, un compte email. Alors, la cible, donc là, la cible VIP, son compte Apple, il recevait aussi les emails qui étaient reliés à Twitter, etc. Donc c'est ce compte-là qui était intéressant. Pour le réinitialiser, il faut adresse email, adresse postale et les 4 derniers chiffres de la carte bancaire. Alors, eh ben, écoutez, ça c'est facile, on les avait tout à l'heure. L'adresse postale, c'est le seul truc en plus. Donc ça, normalement, vous les avez. Sauf que là, ici, la protection via la carte bancaire, via les 4 derniers chiffres de la carte bancaire, bah, vous ne pouvez pas le contourner. Apple, vous ne pouvez pas ajouter des cartes bleues par téléphone, ou alors il faut avoir un contact à l'intérieur ou quoi, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu de la triche. Par contre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir exploiter les données qu'on a récupérées lors de l'intrusion dans le compte Amazon. Donc voilà, adresse email, adresse postale, on les avait. Les 4 derniers chiffres de la vraie carte bancaire, pour le coup, on ne les a pas de base. Mais par contre, sur Amazon, vous avez en fait, bah voilà, comme vous avez accès à mon compte, vous avez accès aussi aux vraies cartes qui étaient là avant que vous arriviez pour mettre la fausse carte bancaire. Et donc, effectivement, là, les 4 derniers chiffres, l'attaquant les a. En fait, pour résumer, c'est clairement en ayant pu ajouter une carte bleue sur le compte Amazon, en appelant Amazon, voilà, ajoute ma carte bleue, super, on peut avoir accès à la précédente carte bleue et donc, enfin, précédente carte bleue, les 4 derniers chiffres de la précédente carte bleue et donc de base, la carte bleue de l'individu en question. C'est ça. Et donc, en fait, là, on voit aussi qu'il y a un petit peu un décalage entre ce que Apple considère être un secret et ce que Amazon considère être un secret. Parce que voilà, c'est Apple pour réinitialiser, donc c'est vraiment une donnée qui sert à authentifier la personne. Il faut donner ces 4 derniers chiffres, donc c'est une donnée qui est très importante. Mais Amazon, on va dire, le donne à partir du moment où vous êtes connecté, elle vous l'affiche sans aucun souci. Donc voilà, il y a aussi un petit peu ce différentiel qui est, voilà, ça c'est un des problèmes et c'est extrêmement dur à réparer. Déjà au sein d'une organisation, on sait qu'on a du mal à uniformiser toutes les pratiques cyber. Alors dans le monde entier, entre toutes les organisations, c'est vraiment un problème qui est encore plus tentaculaire. Alors voilà, donc suite à ça, pardon, vous avez donc accès au compte Apple. Le compte Apple, là, une fois que vous y avez accès, c'est fini, hein. Vous avez les emails. Vous pouvez du coup en plus effacer vos traces, donc aller supprimer les emails de connexion, de réinitialisation de mot de passe ou quoi. La cible, elle se rend même pas forcément compte qu'elle a été piratée. Et ensuite, vous pouvez tout simplement réinitialiser le compte Twitter. Et là, du coup, les attaquants
en à peine quelques heures, ils ont réussi à avoir accès à un compte Twitter sans jamais que le mot de passe de la personne soit fuité, sans jamais que la personne ait cliqué sur un lien malveillant ou ait un mot de passe faible. Il n'y a vraiment rien de tout ça. La cible a presque rien fait de mal, on va dire, et s'est quand même retrouvé piraté et à avoir son compte Twitter piraté. La dernière étape, c'est le renforcement de la position. Alors, on s'en sert plutôt quand on attaque des SI plus que des personnes, mais ça va être d'effacer les traces, donc effacer par là où on est rentré pour rendre plus difficile aux analystes de réponse sur incident, de trouver par où on est rentré, de colmater les brèches, etc. Si on ne peut pas effacer les traces, on peut également les noyer, voilà, les noyer dans plein d'informations pour que ce soit pour rallonger la tâche et gagner du temps avant le retour à la normale, parce que forcément le système il reviendra à la normale au bout d'un moment. Là, le compte Twitter, la cible l'a récupéré en quelques heures, quelques jours avec le support. Voilà, le retour à la normale, on va dire qu'il est inévitable, mais en tant qu'attaquant, ce qu'on va chercher, c'est de revenir à la normale le plus tard possible. Et ça nous laisse le temps de faire le plus possible la troisième étape, qui est de mettre en place des portes dérobées, des nouveaux accès. Alors par exemple, ça peut être d'installer des applications, de nouvelles applications dans un SI, sur un ordinateur, etc. D'aller ajouter des adresses email de récupération qui nous appartiennent, qui appartiennent à l'attaquant sur le compte de la victime. Donc ça, elle s'en rend pas forcément compte et ça permet du coup de réaccéder plus tard aux mêmes données si on a envie de revenir un petit peu, faire une deuxième passe. Alors là, pour le coup, même cette cible-là, donc cet aspect de retarder le plus possible le retour à la normale, comme les attaquants avaient accès à son compte Apple, ils ont tout simplement effacé à distance son iPhone, son Mac et son iPad. Donc effectivement, ça lui a pas trop permis d'appeler le support. Voilà, il a perdu énormément de temps là-dessus, il a perdu beaucoup de données. Tout ça pour que les hackers aient le plus de temps possible sur le compte. Voilà. Alors, Après, moi, Mathis, voilà, c'est ce que j'allais ouais. te demander. C'est clairement aujourd'hui, la cible avait quand même fait les choses plutôt bien. Mhm, Comment elle aurait pu encore mieux se protéger face à ce type d'attaque plutôt bien menée? mhm. Alors, pour ça, alors, on va faire une petite analyse de qu'est-ce qui s'est mal passé, où est-ce que ça s'est mal passé, qui aurait pu faire quoi dans cette histoire pour être plus sécure. Alors, finalement, il n'y a pas grand-chose que notre cible aurait pu faire. Alors, je vais vous en présenter deux juste après, mais finalement, la fuite de l'adresse email, c'est la faute de Twitter. Et alors, il fuite pas l'intégralité de l'adresse email. Je crois qu'à une époque, il le faisait. Mais voilà, maintenant, c'est partiellement censuré, mais on peut quand même en déduire pas mal de détails. Les deux derniers chiffres du numéro de téléphone aussi, ça peut aider à retrouver aussi dans les bases de données, etc., à confirmer une info. Donc ça, c'était, on va dire, un petit peu de la faute de Twitter. Le vol de compte et des 4 derniers chiffres de la carte bleue, ça, c'était la faute d'Amazon. Ça a été réparé hein, depuis, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose qui a été rendu public et qui a été réparé du côté d'Amazon. Maintenant, on ne peut plus ajouter de carte bleue sans vérification d'identité. Et voilà, du côté d'Apple aussi, on avait les connexions suspectes qui étaient potentiellement depuis l'étranger ou depuis des appareils qui n'avaient jamais servi à se connecter avant. Ça a été permis sans aucun souci, sans que la victime ait à confirmer quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est on va dire, on voit que notre utilisateur là-dessus, sur toutes ces failles, il n'aurait pas pu faire grand-chose. Alors, il y a quand même trois choses qu'il aurait pu faire qu'on recommande pour les cibles vraiment VIP à haut potentiel d'attaque. C'est déjà l'authentification multifacteur. Là, effectivement, sur aucun de ces trois comptes, qui sont quand même des comptes importants, hein, les réseaux sociaux, Amazon et email, c'est quand même, on va dire, trois comptes de priorité très grande. On recommande fortement, même pas forcément pour des VIP, hein, pour tout le monde, de mettre en place de l'authentification multifacteur, donc que ce soit par SMS ou par one-time password, donc dans des applis ou avec un petit token physique, d'avoir, donc quand on essaie de se connecter, recevoir un SMS qui nous permet d'avoir un deuxième facteur d'authentification, qui fait que le mot de passe seul n'est plus suffisant pour se connecter. Il faut aussi avoir un appareil comme le téléphone en sa possession. Également le renforcement des alertes de sécurité. Alors ça, pareil, ça peut passer également par un SOC, donc comme on le disait, de l'analyse comportementale, des choses comme ça. Ça peut être aussi tout simplement d'avoir un compte de récupération tiers
sur son adresse email. On peut faire ça très bien sur beaucoup de services d'email. Et en troisième, bah alors ça c'est vraiment si vous avez très peur, c'est utiliser des alias email. Là, par exemple, vous voyez que la même adresse email a été utilisée partout, pour, enfin la même adresse pour tous les comptes. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut éviter d'enchaîner, de chaîner, de mettre bout à bout, et pour retarder un petit peu les attaques. Ça fait partie, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la sécurité. Pardon, la sécurité en profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, si vous faites un design d'une forteresse, que vous faites des murs extrêmement solides sur l'extérieur, voilà, que vous blindez au maximum, et que par contre à l'intérieur on peut s'y promener comme dans un moulin, effectivement, si quelqu'un arrive à faire un petit trou dans l'enceinte extérieure, et ben une fois qu'elle est à l'intérieur, elle peut vraiment causer énormément de dégâts très rapidement. Alors que voilà, si vous mettez en place plusieurs murs, plusieurs défenses et que vous blindez votre système sur tous les échelons, et vous ne considérez pas simplement que la menace, elle vient de l'extérieur et qu'elle restera éternellement à l'extérieur si vous blindez bien votre périmètre, exposé au monde extérieur, effectivement, ça peut vous aider à voilà, renforcer. Donc, c'est ce qu'on appelle la sécurité en profondeur, d'avoir ces plusieurs couches-là de sécurité et pas seulement ce qui est exposé. Ok, Claire. Voilà, Ouais. alors. Du coup, Claire, c'est ce que j'allais te demander. Donc, merci parce que pour le coup, c'est encore une fois un exemple assez concret de la vie de tous les jours. Et on se rend compte qu'en recoupant différentes informations sur différents canaux, ben, on peut être potentiellement tous vulnérables et du coup, potentiellement enfin, on a tous des axes d'amélioration. Mais c'est intéressant puisque c'est encore une fois un cas de la vie quotidienne. Et je pense que ça permet encore plus de sensibiliser nos participants à ce type d'attaque. Donc ça, je te remercie. Après, c'est vrai que il serait intéressant de voir justement si tu peux nous regrouper sous forme de tips par la suite, des tips à garder en tête pour se prémunir de ce genre de cyberattaque, quoi. Voilà, alors là, je vous ai mis un petit peu tout sur une même slide. On va dire, là, les leçons à tirer d'aujourd'hui, alors il y en a énormément, hein, des leçons, je vais pas toutes vous les faire, mais on va parler rien que des mots de passe. Ouais. Mots de passe, faites en sorte d'avoir des mots de passe uniques, ou au moins, alors si vous n'utilisez pas de gestionnaire de mots de passe, je sais que c'est un petit peu un pas difficile à passer, au moins ayez un mot de passe unique sur vos comptes principaux, typiquement votre adresse email, vous avez un mot de passe unique qui n'est utilisé autre part d'autre, parce que l'email c'est vraiment le dernier rempart. Voilà. Sinon, l'idéal, c'est d'avoir vraiment un gestionnaire de mots de passe. Il y en a qui sont gratuits, qui font ça très bien. Voilà, et mettre en place aussi une petite rotation régulière. Donc voilà, je vous remets un petit peu, ça c'est voilà, ça vous rappellera 4 grandes slides. Si vous avez une capture d'écran à faire pour retenir tout ce qu'on s'est dit ce soir, c'est là, c'est celle-là, donc allez-y. Et je pense qu'on va pouvoir aussi prendre quelques questions. Ouais. Alors, si vous en avez besoin de cette slide-là, on vous la communiquera sans problème. On va regarder s'il y a des questions. N'hésitez pas. Alors, moi, j'en vois quelques-unes. Alors, quel est le Ouais, niveau de ouais, cybersécurité en France par rapport aux autres pays européens? Alors, par rapport aux autres pays européens, je ne saurais pas dire. Je sais qu'au niveau mondial, l'Europe est très réputée au niveau de la cybersécurité, notamment grâce au RGPD, parce que finalement, c'est quelque chose qui est très contraignant. Voilà, on pense ce qu'on veut. Moi, à titre personnel, je pense que c'est une très bonne chose pour la protection aussi des consommateurs et des utilisateurs. Et effectivement, cet aspect-là très cadré du RGPD fait passer l'Europe comme vraiment un des leaders mondiaux de la cybersécurité. Et en France, je pense qu'on s'en sort aussi très bien. On a voilà, notre entité nationale de gouvernance qui s'appelle l'ANSSI, qui fait du très bon travail aussi. Là, il y a eu récemment, vous l'avez certainement entendu aussi, Emmanuel Macron qui a annoncé un plan de relance sur la cybersécurité pour en gros, d'ici 2025, imputer un nouveau souffle enfin un nouveau souffle, non, une croissance encore plus grande en fait, parce que la cyber, c'est un monde qui est très croissant, de 20% de chaque année. Donc vraiment, ça commence à être un énorme sujet aussi, que ce soit sur tous les plans, business, politique. Donc la cybersécurité, je pense que la France n'a pas du tout à rougir de n'importe quel autre pays.
Alors, une autre question. Les attaques ciblent-elles plus les entreprises ou les particuliers? Ah, c'est difficile à dire ça. Moi, c'est vrai que je travaille du coup beaucoup avec des entreprises et je pense que, on va dire, les plus grosses pertes monétaires se font au niveau des entreprises. Après, en termes de nombre, je pense que c'est quand même les particuliers qui sont le plus exploités. Mais c'est vrai que pour un attaquant, on va dire, s'il passe autant de temps à essayer de target des particuliers ou une entreprise, il aura généralement, s'il réussit à rentrer, beaucoup plus de gains en passant à travers une entreprise. Donc effectivement, sur des attaques plus ciblées qui vont demander du temps, ça va être là-dessus qu'il y aura le focus. Plus travailler, plus de temps, plus travailler, c'est essentiellement les entreprises parce qu'elle n'a pas du gain. Et dans une logique de volume, forcément, le particulier aura tendance à être la cible la plus vulnérable parce que la plus rapide. Tout à fait. Yes. Écoute, on arrive quasi à la fin de notre webinaire. Je te remercie vivement, Mathis, pour toutes ces informations qui ont été assez riches. Merci aux participants aussi d'avoir répondu présent, de nous avoir posé des questions parce que ça a été assez interactif et les questions étaient très pertinentes. Je pense qu'il serait intéressant, alors tu parlais de l'ANSSI, Mathis, justement, on vous invite vraiment vivement à aller voir ce site-là et notamment la dernière publication. Ouais, un rapport, c'est ça dont on a parlé récemment, Ouais, qui est Alors, c'est un rapport qui s'appelle la cybersécurité pour les TPE-PME en 12 questions. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà, ouais. si ça vous branche, allez le voir. Ça s'applique vraiment même si vous gérez pas ou si vous ne faites pas partie d'une TPE ou d'une PME, c'est quand même très intéressant de savoir un petit peu les grands principes de la cyber et quels sont les grands réflexes à adopter. Ce rapport-là, on va dire qu'il s'appelle pour les TPE-PME, mais il s'applique aussi en fait à toutes les entreprises. C'est juste que généralement, dans les entreprises, il y a aussi une RSSI. Donc là, l'ANSSI ne veut pas se substituer non plus trop voilà, à la RSSI. Il y a également. NSSI, hein, ça s'écrit si vous voulez voir leur site, ssi.gouv.fr. Ouais. Mais si besoin, n'hésitez pas. De toute façon, vous aurez également nos coordonnées si vous avez envie de prolonger le débat. On se tient à votre disposition, que ce soit Mathis ou moi. Et puis, toujours dans cette continuité, si vous avez envie de vous parfaire et si vous êtes un grand passionné de la cybersécu, il y a un podcast qui est génial, disponible sur Spotify qui s'appelle No Limit Sécu. Il y a différents intervenants, différents points de vue, très pertinents. Quand on est dans les transports en commun, par exemple, et qu'on a envie un peu de sécurité, pourquoi pas. Mais blague à part, il est très intéressant et ça vous permettra justement d'avoir une idée un peu plus globale du monde de la cybersécu. Donc voilà. Mathis, tu voulais peut-être conclure également? Eh bien, non, je vous remercie tous pour votre présence, votre attention, vos questions très pertinentes. Je remercie aussi Expectra, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Plaisir partagé, Mathis. Et pour la petite histoire, Mathis a été notre gagnant de notre premier Salaire in Game il y a 1 an et demi maintenant. C'est ça. Ouais, je fais beaucoup de compétitions en technique, donc que ce soit de la programmation, le Salary in Game. Je fais aussi partie de l'équipe de France de cybersécurité. Je suis joueur Yes. titulaire là-bas pour les championnats d'Europe. Et on vient de le relancer d'ailleurs, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le but, c'est de challenger et essayer de battre le record de Mathis. Je te le dis, peut-être qu'on ne t'avait pas dit. Donc voilà, mais encore une fois, merci à vous tous et puis je vous dis à très très vite. Bonne soirée. Merci.